Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui a un petit peu, en termes de sujet, ce sera un petit peu sur les monnaies numériques de banque centrale, un petit peu également sur la définition de digital asset au sens de la Fed, et on fera comme d'habitude pas mal de price action et de liquidité. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, mais surtout mettre un like, c'est important, et un commentaire d'encouragement. Donc si c'est pas déjà fait, faites-le, comme ça au moins vous oublierez pas. 28 828 $ pour le Bitcoin. On est là en daily. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà sur, on va dire, le daily? C'est qu'on reste effectivement dans cette compression, un petit peu comme c'était prévu au départ. Vous voyez qu'on a des mèches au-dessus. Mais pour l'instant, eh bien, on n'en sort pas. On n'arrive pas à faire une 4 heures en dehors de cette compression. En revanche, je pense que celle-ci est cassée. Oui, celle-ci qui était, vous le voyez ici, en 4 heures, on est passé au travers. Quand on est passé au travers, on a eu une petite accélération, ce qui est normal. Quand on casse une trend, on peut estimer également que celle-ci est dorénavant perdue. Donc on peut effacer celle-ci et celle-là, elles sont perdues. Vous voyez que ce qu'on garde à ce stade, c'est les deux qui sont globalement en train de se faire là. On a quasiment une clôture, mais vous voyez qu'on a une petite queue de bougie là. Je la clôturerai pas tout de suite, celle-ci. On va la garder sous les yeux puisqu'on a réintégré. Vous voyez qu'on l'avait quasiment clôturé ici, mais ça n'avait malheureusement pas fonctionné. Donc, on va regarder ça. On est remonté ici hier soir autour des 29 400 $. Pour le moment, on a une structure en 4 heures qui est toujours bien évidemment haussière, d'accord. Donc, on peut imaginer que ce plus haut, désormais, des 29,4 va être repris. On a 3 creux à la suite, donc c'est plutôt encourageant sur la 4 heures. D'une manière générale, on avait une daily qui était plutôt dans une forme de latéralisation. On a une 1 heure qui également reste haussière, vous le voyez ici. Globalement, pour l'instant, ça se passe bien. On est plutôt haussier dans toutes les time frames, sauf à dire que la 15 minutes nous risque un retournement baissier, comme vous pouvez le voir là. On n'a pas encore perdu le creux majeur qui est ici, donc c'est vraiment pas du tout dans les tuyaux pour le moment. Bref, pour moi, à ce stade, on voit que sur la plupart des structures, tout est plus ou moins haussier. Qu'est-ce qu'on a touché hier? Alors moi je me serais plus attendu à aller carrément au retest. On avait parlé des 29,6 et on est allé à 29,4. Dommage, ça n'a pas poussé suffisamment pour vraiment aller sur ces niveaux-là. Vous voyez que sur quoi on rebondit là actuellement, sur un niveau qui somme toute représente de l'intérêt. Hein, par le passé, on a jamais vraiment clôturé des 1 heure. Alors là j'ai laissé une vieille 1 heure, donc je pourrais ici en remettre une nouvelle et on serait à 10 $, mais c'est pas la question ici, hein. Vous comprenez qu'on garde une analyse, c'est le spot, on regarde même pas réellement les futurs. Voilà, c'est pour avoir une analyse un petit peu de ce qui se passe sur le prix. Pour moi, voilà, on reste aussi à ce stade. On repousse sur quoi? Quelque chose dont j'avais parlé il y a de ça quelques jours, c'est-à-dire, en fait, on vient manger le gap qui est là. D'accord, ce qui était vraiment dans les tuyaux, hein, pour le coup on en avait parlé également, et en fait on se fait repousser par le petit pic qui est là, et même légèrement par celui-ci. On attaque celui-ci très légèrement backside, c'est-à-dire au fond du petit pic là, mais pour le moment on a une forme d'échec à venir réellement taper au-delà de ce niveau, et vous voyez que c'était un niveau de prise de profit qui était relativement cohérent, du moins dans notre analyse. Donc pour le moment, on a un Jérôme Powell qui sait pas trop ce qu'il veut, on a un Gary Gensler qui sait pas trop ce qu'il veut, on a un Biden qui sait pas trop ce qu'il veut, on a globalement d'une certaine manière... Donc là, je passe sur Ethereum, mais on a une indécision un petit peu en ce moment. On est dans une période électorale aussi, et vous allez voir que dans le sujet, c'est ce que je vais vraiment expliquer. Sur Ethereum, même chose, on compresse entre une 4 heures et une 4 heures. Vous voyez que c'est super propre. On revient la retoucher une fois ici, une deuxième fois, on reprend légèrement la liquidité au-dessus. Pour le moment, on est sur les 1880 qui est un niveau potentiel. Vous le voyez, je l'ai mis en trétillé ici. Est-ce que désormais, on va tout simplement réattaquer le sud, c'est-à-dire revenir une nouvelle fois traiter cette trend 4 heures et ensuite éventuellement sortir en haut ou alors sortir en bas de ce triangle, ou alors est-ce que on va avoir quelque chose de différent? Dans un triangle en général on s'attend à 1, 2, 3, 4, 5 vagues et ensuite on en sort d'un côté ou de l'autre. Le triangle en général est également une figure de continuation. On rentre de ce triangle par le haut, donc théoriquement il se pourrait qu'on en sorte, vous le comprenez ici,
par le bas, d'accord? Donc ça, c'est vraiment, on va dire, du chartisme pur et dur. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Eh ben, il nous manque une vague dans ce triangle, et potentiellement, encore une fois, c'est une structure de continuation. Donc en général, on est plutôt baissier sur un triangle symétrique, qui va être un triangle symétrique de creux, puisqu'on est en bas de quelque chose, d'accord? Ça, c'est pour la partie vraiment chartiste. Sur Bitcoin, si on applique la même théorie chartiste, vous voyez que en fait, ce triangle est plutôt un triangle de top. C'est-à-dire qu'on est en haut de quelque chose, d'accord? On a une vague ici, 1, 2, 3, 4 et 5. On pourrait casser ici et éventuellement en sortir par le haut. Donc, divergence entre ce que nous donne Ethereum et ce que nous donne Bitcoin. Cela dit, je pense pas trop qu'ils vont s'écarter l'un de l'autre, donc voilà. Ici, effectivement, Ethereum avait un petit peu mieux marché, et puis ensuite il a refermé ce gap-là. Théoriquement, pour le moment, on va dire qu'il est en train de restabiliser dans la zone inférieure. Si jamais on fait une épaule, tête-épaule comme celle-ci, à ce moment-là, attention, parce que Ethereum peut aller beaucoup plus bas. Quand on a fait les études de liquidité sur Ethereum, on avait vu que on avait de la valeur autour des 1006. On va voir si la target de cette ETE, si jamais elle casse en bas, pourrait nous y emmener, et je pense que c'est largement le cas. Oui, voilà, 1539, donc pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait avoir un Bitcoin haussier, un Ethereum haussier? Ça serait relativement étonnant, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut voir éventuellement sur les charts, donc pourquoi ne pas y penser? À ce stade, pourquoi ne pas également aller voir ce qui se passe sur Ethereum BTC? Alors, sur Ethereum BTC, on va dézoomer un petit peu pour avoir une vision un peu plus large de cette histoire. Et ben on a été pas mal baissier ces derniers temps. La structure est toujours baissière également, donc attention bien évidemment à ça pour ceux qui ont pas mal d'Ethereum dans leur portefeuille. On a un support ici au 0,062. On n'est pas extrêmement loin du support. Est-ce que j'ai vraiment une figure de retournement? Oui et non, on va dire qu'on a un equal low ici, c'est-à-dire deux plus bas qui sont égaux, avec une ligne de coup qui a été cassée. Elle a été retestée, ensuite on l'a réintégrée. Si jamais on arrive à repasser au-delà des 0,067, à ce moment-là, on peut peut-être se dire que Ethereum contre BTC pourrait être haussier, mais à ce stade, pour le moment, on a vraiment une trend qui est plutôt baissière. Ça nous ramènerait où de faire ce double bottom. Donc du coup, ça voudrait dire bien évidemment que cette jambe-là n'est pas attaquée, d'accord? Si on perd ici le support, ou en tout cas qu'on vient le retester une troisième fois, on va dire que la figure est invalidée. On n'est pas obligé sur un double bottom, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le cas, mais on n'est pas obligé de rebondir sur la ligne de coup. Là ici, vous le voyez, le retest s'est mal passé. On aurait pu penser d'ailleurs que c'était potentiellement un support, vous le voyez ici, support, support, résistance, résistance, et là il n'a pas du tout agi comme un support. En l'occurrence, on est passé dessous, donc désormais on va être aimanté par ce point-là, mais il devrait plutôt agir comme une résistance. En revanche, si on arrive à le repasser, on réactive bien entendu cette histoire de double bottom, donc ça recommence à devenir intéressant pour Ether, ou en tout cas d'avoir une petite poussée sur Ethereum. En tout cas, il y en a un des deux qui est menteur. Si jamais il continue à se suivre, entre guillemets, c'est-à-dire que si tout le reste des altcoins continue à suivre Bitcoin, eh bien à ce moment-là, il y en a un des deux qui ment. Et si jamais, à l'inverse, on va dire, on commence ou on entame une forme de alt season et que c'est tout à fait l'inverse qu'il se passe, eh bien à ce moment-là, du coup, ça sera notre ami Bitcoin qui est menteur. GBTC qui est plutôt pas mal plébiscité en ce moment, plus 2,39, vous voyez qu'il est à 16,74. Le IBLC qui est l'ETF autour de la crypto monté par BlackRock qui lui également prend 2,41, donc on n'est pas trop mal. Et vous le voyez ici le BTC One qui est le CME sur Bitcoin. Tout ça c'est la partie institutionnelle sur Bitcoin. Ça veut dire qu'en ce moment on a un petit peu d'engagement de la part des institutionnels. Donc suite au FOMC d'hier, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'aujourd'hui, entre guillemets, on ait quelque chose de plutôt haussier chez nos amis les institutionnels, alors qu'on a un Bitcoin qui est plutôt baissier. Donc ça irait plutôt dans le sens de oui, les institutionnels sont friands de Bitcoin en ce moment, et oui, potentiellement, on pourrait éventuellement avoir un regain d'intérêt et un afflux de capitaux sur Bitcoin. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que assez peu de retail sont intéressés en ce moment par Bitcoin, mais beaucoup d'institutionnels le sont. En tout cas, c'est un sentiment vraiment que je vois d'une certaine manière, mais à voir si c'est effectivement ce qui va se mettre dans les tuyaux prochainement, c'est-à-dire en fait une latéralisation de Bitcoin au vu d'une éventuelle accumulation. Sur la stablecoin dominance, attention à cette épaule, tête-épaule inversée là. Si jamais on répète ici les 0,11, on peut imaginer que le prix vienne prendre la target de cette ETE inversée.
Target de cette ETE inversée qui se retrouvera désormais autour des 12%. À combien on était le 15 mars exactement vers 17h, c'est ce qu'on va regarder sur BTC. Si jamais on active cette target, si jamais on dépasse ici ce niveau, ça veut dire potentiellement un joli short à prendre sur tout l'écosystème crypto. Donc le 15 mars et le 13 mars, on était à combien sur Bitcoin? Donc là on va estimer que on est à dominance constante, on va dire ça comme ça, 15 mars. On était quelque part par ici, donc on était 15 mars à 17h. On était quelque part en bas de ça, on était autour des 24 000 $. Donc si on active cette épaule tête épaule inversée sur la stablecoin dominance, à ce moment-là, il est possible que BTC nous fasse un retour aux 25K. Donc vous voyez que j'ai du baissier, j'ai du haussier un petit peu dans mon étude, là un petit peu de la valeur. On va voir ici ce que ça dit. Pour le moment, attention à ce M-top également. C'est-à-dire que, bien évidemment, que si on n'arrive pas à repasser, et là on a eu un triple échec, vous le voyez ici, si on n'arrive pas à repasser ici et qu'on perd, ça va être même celle-ci, la ligne qui est là, c'est-à-dire les 27 000 $, il y a de fortes chances pour le coup, en termes de M-top, c'est toujours la même chose, c'est une balançoire, c'est-à-dire que vous prenez ligne de coup vers la tête, vous descendez, vous regardez, et là on se retrouve au niveau des 23 700 $, ok ? Donc, il y a des niveaux à ne pas perdre, surtout pas, et il y a des niveaux qu'il faut absolument casser. En l'occurrence, ici, pour moi, casser les 31 000 signifierait, ok, on continue un petit peu dans le sens, on a un support majeur qui est ici. Malheureusement, sur toute cette latéralisation, ce qu'on peut éventuellement voir, c'est que, vous le voyez ici, on a énormément de valeur qui est garée, en fait, juste sous les 26 500. Pourquoi? Parce que par plusieurs fois, on l'a testé, donc vous avez des gens qui ont garé et leur stop et leur point de liquidation dans ces eaux-là. Vous comprenez ici qu'on a une deuxième zone de valeur qui est juste ici en dessous. Donc là, on a une très jolie box, vraiment très jolie box à prendre dans toute cette zone-là. Pour le moment, on n'a jamais réussi à attaquer. Je vais vous tracer le niveau. En fait, ce creux-là, vous comprenez que ce qu'on a attaqué, c'est le petit creux qui est ici, mais le creux là, le grand qui est en bas, n'a jamais été attaqué pour le moment. On voit qu'on avait un petit gap, mais le prix a toujours refusé de revenir rechercher les 25 200 $. Donc attention, ça pourrait être dans les cordes, c'est-à-dire... Alors moi, mon scénario privilégié, personnellement, c'est une prise de liquidité en haut, c'est-à-dire qu'on vient prendre la liquidité qui est au-dessus de tous ces stops-là. Vous comprenez que cette figure-là, c'est une accumulation de stops de shorter, d'accord? Là, on a des stops au-dessus de chacun de ces niveaux-là. C'est des stops ou des prix de liquidation, hein. Je fais pas ici la différence. Donc pour moi, il y aurait peut-être une prise de liquidité en haut à prévoir, et ensuite le short du siècle à venir prendre ici de 31 vers 25,2, voire potentiellement 22 500, même ça fait longtemps qu'on en parle sur la chaîne, donc je vais pas énormément me répéter, mais je suis toujours, moi, pour plus ou moins, toujours dans le même scénario. Il est possible qu'on ait un rejet juste avant, c'est-à-dire qu'on ne prenne que ce qui se passe ici, et qu'ensuite on rejette. Maintenant, pour moi, il y a quand même du monde ici dans la zone, donc ça pourrait potentiellement quand même être un chouette trade, à la fois celui qui va en haut et à la fois celui qui va en bas. Ok. On passe désormais sur les news. Alors sur les news, j'ai pas grand chose sur le Wall Street Journal, si ce n'est que les banques régionales sont complètement en train de se faire défoncer en ce moment. Vous allez voir que c'est ce qu'on va regarder également sur les autres news. Ici, les monnaies numériques de banque centrale qui pourraient de manière inattendue devenir un vrai sujet au niveau des élections présidentielles. Vous voyez que ça commence à parler d'élections présidentielles, c'est désormais dans à peu près un an et demi, et ça commence vraiment ici à bouger de ce côté-là, au sens où on a pas mal de sénateurs qui vont être contre les CBDC. On a plus de gens qui sont contre les CBDC, on va dire, que de gens qui sont pour. Personnellement, je pense que les États-Unis vont se positionner d'une manière assez particulière, c'est-à-dire que les monnaies numériques de banque centrale n'existeront pas aux États-Unis, en tout cas pas dans un premier temps, et je pense que ça va être des stablecoins privés qui vont damer le pion et qui vont finalement derrière, par contre, être relativement... ouvert à la censure, voilà, c'est ça, donner assez facilement, on va dire, leurs infos, et que ça sera, les grands gagnants de tout ça, sera probablement, je le pense, en tout cas c'est mon avis, sera probablement Circle. Maintenant, on a vu dernièrement que Circle envoyait des petites piques, donc les PDG de Circle, etc. Et on a vu aussi que pendant le crash de l'USDC, donc au moment où Silvergate, Silicon Valley Bank, tout ça, ça allait pas très bien, et on avait l'USDC où c'était très compliqué, l'USDC a failli dépeg parce qu'on était dans un week-end où la liquidité
liquidité n'était pas forcément de retour, eh bien, on a vu ici que les CBDC, en fait, finalement, les CBDC, les stablecoins privés, sont eux-mêmes relativement tributaires du système bancaire. C'est ce qu'on avait vu. Donc, attention à ça, bien évidemment. Deuxième chose aussi, on a vu que depuis, le boss de Circle, je me souviens plus de son nom, mais voilà, il a envoyé quelques pics par rapport à la régulation, tout par rapport à Gensler, etc. Il a envoyé pas mal de pics, donc il y a peut-être de l'eau dans le gaz entre les deux, hein. Il y aurait aucun problème à ce que ça soit le cas. Coinbase qui n'est plus entièrement américain, les régulateurs US l'ont dégoûté. Oui, effectivement, Coinbase a commencé ici quelque part son expatriation. C'est pas réellement possible pour Coinbase puisqu'ils sont, je le rappelle, cotés en bourse, mais on a vu ici qu'il y avait certaines branches de leur activité qu'ils sont en train de délocaliser ailleurs, tout simplement parce qu'ils sont un peu exaspérés par la régulation aux US. Alors, on peut critiquer Mika, on peut critiquer effectivement, et c'est d'ailleurs ce que je fais, ce que j'ai fait principalement, puisque je pense que les décisions ne doivent pas être prises par des personnes, déjà des personnes qui vont juste prendre le train pour aller à Bruxelles et prendre leur petite retraite et qui sont désormais, je pense, trop vieux pour comprendre les vraies histoires de notre confédération, si on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas l'Europe. Je pense que c'est pas du tout une bonne chose. Mais en plus, on peut critiquer effectivement Mika, mais quand même, d'une certaine manière, l'Europe commence à devenir un petit peu attrayante. Alors on est très loin de ce que propose bien évidemment Dubaï, toutes ces choses-là, même si Dubaï commence à réguler aussi. On a désormais également un hub crypto qui est en train de se fonder autour de Hong Kong. La régulation européenne, elle est plutôt contraignante, mais au moins elle offre un petit peu un cadre, et c'est vrai qu'on est, nous en Europe, dans les premiers au monde à au moins proposer quelque chose. Ça, c'est une première chose qui est importante. Après, on a des choses qui sont très rétrogrades parce qu'on a des députés qui sont très vieux et malheureusement très mal informés. Ensuite, la SEC qui enlève une définition qu'elle avait proposée dans les hedge fund rules, c'est-à-dire les règles pour les hedge funds. Donc du coup, vous avez ici tout un ensemble de règles, etc. Il y a une mise à jour qui a plus ou moins été faite, et la Fed avait proposé une définition là-dedans pour les assets digitaux. Le problème, c'est que le fait que la Fed donne cette définition-là donne finalement une forme de définition pour eux, donc ça pourrait mettre un petit peu en géopardie, on va dire, les procès dans lesquels ils sont. Donc quelque part là on a autant que on a on va dire un Powell qui sait pas trop où il va, on a aussi un Gary Gensler qui sait pas du tout où il va, puisque c'est proposé, c'est enlevé, on met des phrases, on les enlève, un petit peu comme ce qui s'est passé hier sur le communiqué de presse du FOMC, donc de la Fed. Ici, on comprend, en mars, effectivement, la Fed a attaqué en justice, enfin, elle a fait une Wells Notice sur Coinbase, et ensuite, Coinbase ont attaqué directement la SEC pour plus de clarification. Et en fait, finalement, ce qui avantage, ou on va dire que Gary Gensler se navigue très bien dans ces eaux troubles dans lesquelles il ne définit pas réellement ce qu'il attaque. Donc du coup, ici également, on peut estimer que on est franchement en retard du côté de la régulation aux États-Unis, et que malheureusement, eh bien, ça ralentit un petit peu le système, le mouvement, etc. Les CBDC, donc les monnaies numériques de banque centrale, on peut être pour ou on peut être contre. Moi personnellement, je pense pas que c'est ça qui va changer ma vie. Bon voilà, moi je paye mes impôts, je suis hyper clean sur tout ce que je fais. Maintenant, ça m'embête un petit peu que entre guillemets on puisse venir fouiller effectivement dans qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi mon portefeuille, etc. C'est toujours la même question. Est-ce qu'on veut plus de liberté, ou est-ce qu'on veut plus de sécurité? Voilà, c'est toujours un petit peu la même question. Ça c'est pareil, toujours au sujet du procès que Coinbase du coup a fait à la SEC, à la SEC. Ils ont 10 jours pour répondre à la complainte de Coinbase. La Russie qui projette d'acheter énormément de yuan pour augmenter ses réserves extérieures, et cela pas plus tard que mai. Bien évidemment, on connaît un petit peu la grande amitié, on va dire, russo-chinoise. On a vu il y a pas longtemps également que l'Argentine commençait à accepter de faire tous ces achats et ces importations chinoises en yuan, et on a vu que désormais les exportations chinoises sont faites plus en yuan qu'en dollars. On est à 48% sur le yuan, je crois, et 40% sur le dollar.
Est-ce que le yuan va devenir la prochaine grosse réserve de valeur mondiale? C'est bien évidemment ce que tente un petit peu notre ami Xi Jinping. Il serait stupide de ne pas le tenter. En ce moment, ce qu'on peut dire, ce qui va donner au niveau de la Chine une force énorme, c'est d'avoir un marché intérieur suffisant, même si, on va dire, il y avait des problèmes. La deuxième chose, et je vais vous trouver l'article, et c'est extrêmement important, c'est une news qui est sortie cette semaine. Voilà, je vous ai retrouvé cette news qui est un petit peu passée à la trappe, mais qui pour moi est vraiment extrêmement importante. La Chine est en passe de dominer les puces à technologie mature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Chine jusque-là était capable de fabriquer, je pense qu'on était autour du 20 nanomètres, entre 15 et 20 nanomètres, je sais pas exactement les chiffres, je suis pas spécialiste de ça, mais en gros, on va dire que c'était des circuits imprimés et des semi-conducteurs qui pouvaient être utilisés dans une machine à laver, ce genre de choses, etc. Mais certainement pas dans un iPhone 18 ou je sais pas à combien on en est sur l'iPhone. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que toute cette chaîne de valeur, elle est possédée par Taïwan, par une entreprise qui s'appelle TSMC. Et Taïwan est le seul au monde capable de graver des semi-conducteurs de pointe. Ça a posé un problème à un moment donné, et c'est aussi en partie pourquoi les Chinois avaient des vues sur Taïwan, parce que tout simplement, pour tout ce qui est technologie vraiment de pointe au niveau militaire, ça c'est première chose, guidage laser, ce genre de choses, encore que c'est pas des choses qui sont extrêmement compliquées en termes de semi-conducteurs, mais voilà, mais pour tout ce qui est en tout cas miniaturisation extrême, c'est extrêmement important bien entendu d'avoir la possibilité d'avoir ces puces-là. Ces puces-là, elles sont faites grâce à des machines qui sont fournie par une entreprise qui est hollandaise. Je crois que ça s'appelle ASML, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. C'est la seule machine au monde capable de faire les machines-outils qui sont capables de graver du 8 nanomètres et moins. Et en l'occurrence, la Chine avait un vrai problème de ce côté-là, puisqu'elle était sous sanction, et que, bien évidemment, on avait mis sous sanction ces machines-outils également, et qu'ils n'en possédaient pas sur le territoire. Donc, bien évidemment, ils s'étaient obligés d'importer toutes ces choses-là de Taïwan ou d'autres pays. Et il faut bien comprendre ici à ce stade que du coup c'est là qu'a été lancé le gros programme Chips for America, c'est-à-dire que les États-Unis en fait ont invité des usines TSMC à venir se poser en Arizona. Nvidia n'est pas capable de faire Intel n'est pas capable de faire du microprocesseur de pointe. Ils savent pas, ils n'ont pas le savoir-faire pour le faire. Et la Chine a investi énormément au travers notamment de Huawei. Et ils ont investi, donc le gouvernement chinois plus l'entreprise Huawei ont investi, je crois que c'est 1000 milliards de dollars. Je suis pas sûr du chiffre, mais il me semble que c'est ça, de mémoire c'était ça, pour construire une méga usine où travaillent c'est des chiffres colossaux, je crois que c'est 100 000 personnes, enfin c'est des trucs vraiment, c'est des chiffres complètement hallucinants. Et ça y est, là ils y arrivent, ils ont réussi à graver du microprocesseur de pointe. Les États-Unis ont tout fait, vous le voyez, pour barrer et avoir des circuits logiques. Vous voyez, j'ai parlé un peu vite, j'ai parlé de 8 nanomètres, c'est plutôt 16 nanomètres, et les DRAM de 18 nanomètres, et en l'occurrence, ils n'étaient pas capables de le faire jusque-là, et là, ça y est, ils rentrent dans le cercle très fermé de ceux qui sont capables de faire ça. Et il faut comprendre que du coup, les principales sanctions, déjà, on peut le dire pour la Russie, ça posait un vrai problème. On l'a vu également sur le secteur immobilier, bien évidemment, quand on n'avait pas de puces qui arrivaient en Europe, vous commandiez une Renault, vous avez, je dis une Renault parce que voilà, une Peugeot ou ce que vous voulez, une voiture européenne en tout cas, vous aviez des délais qui étaient hallucinants juste parce que ces semi-conducteurs n'étaient pas disponibles. Et là, en l'occurrence, on peut s'attendre à voir que ça y est, la Chine est en train de rentrer dans le cercle fermé de ceux qui sont capables de graver des semi-conducteurs qui sont extrêmement précis. Pour moi, cette news, elle est majeure. Elle est sortie, je crois, la semaine dernière ou quelque chose comme ça. J'ai oublié d'en parler. Mais voilà, moi, c'est des choses que je suis vraiment de près. 25 avril, oui, elle est sortie il y a 8 ou 9 jours. Mais ça y est, la Chine est capable de graver en dessous de 16 nanomètres. Vous voyez que le géant chinois il s'appelle SMIC ou Huahong, mais Huahong je crois que c'est une filiale de Huawei. Et en l'occurrence ici, voilà, vous le voyez ici, les 20 à 45 nanomètres c'est les microcontrôleurs, 50 à 180 c'est les gros composants électroniques de puissance, on va dire, 20 à 25 nanomètres, là la Chine ici est actuellement à la deuxième place avec 30% du marché mondial, mais ça y est, la Chine arrive à graver en dessous de 16. Je pense qu'ils vont rapidement passer à 8 et je crois que les plus fins en ce moment on est autour de 4 ou 5 nanomètres et c'est réellement quelque chose qui va sincèrement se mettre probablement dans les tuyaux très bientôt.
Donc, ah oui, comprenez bien, quand je vous ai parlé de ASML, donc la firme hollandaise, l'Europe avait une carte à jouer à ce niveau-là. Le fait d'avoir cette seule firme qui est capable de faire ces machines-là, l'Europe avait une énorme carte à jouer, mais malheureusement, 50% de la société, qui se trouve donc en Hollande, a été vendue au fonds de pension américain. Donc désormais, cette firme est sous domination américaine. Nous, on va avoir une usine en France, malheureusement, ça va être du Intel, donc ça va être du pas terrible. On va avoir une usine en France, et pour ne pas avoir trop de transfert de technologie, il a été demandé à ce que la moitié de l'usine soit en Allemagne et l'autre moitié soit en France. Donc, en soi, si on avait eu des gens qui avaient eu vraiment du nez, il y a de ça 20 ou 25 ans, on serait déjà capable de faire du semi-conducteur de pointe. Malheureusement, on a loupé ce coche-là et on est complètement à la bourre là-dessus. Tout comme on a pas mal de choses sur lesquelles on est resté à la bourre, notamment le nucléaire civil, sur lequel il y avait des projets hyper intéressants, où il y aurait eu du zéro déchet sur le nucléaire, et où finalement on a laissé filer ces projets-là, effectivement, alors qu'on était un petit peu dans les meilleurs. Et puis, derrière, voilà, pas mal de choses, en tout cas, où on pourrait dire que, on va dire, la France est très court-termiste sur pas mal de choses, et l'Europe rajoute un petit peu au flou artistique d'une direction simple et précise. Les banques régionales qui se font défoncer aujourd'hui, Pacific West qui a perdu encore 50%, je crois que hier ou avant-hier on était déjà à une baisse de plus de 50%, donc on est désormais vraiment proche du rachat. Après First Republic, on voyait qu'on va continuer, la concentration des banques aux États-Unis va continuer, et elle va continuer à se mettre en place. Au niveau ici du calendrier économique, pas grand-chose aujourd'hui, le déficit qui est à peu près au consensus. Et puis demain on aura le taux de chômage, ça va être important, 14h30. Pourquoi? Parce que hier Powell nous a dit moi j'attends la data, je ne sais pas ce qu'on va faire. En fait concrètement c'était un peu ça son... En fait hier Powell aurait dit on est au quiche ou on est dovish. Je crois que le marché l'aurait presque plus apprécié que ce qu'on a eu là. C'est pour ça que le marché latéralise un petit peu là en ce moment, tout simplement parce qu'on sait pas trop où on va. Et je pense que demain la news sur l'emploi, si on a une montée du chômage, on va dire que c'est plutôt une bonne chose, parce que le marché va pressentir qu'effectivement le marché du travail se détend, puisque en ce moment le risque c'est, étant donné qu'on est au plein emploi, que petit à petit les gens augmentent les salaires pour garder les employés qu'ils ont chez eux, cette augmentation des salaires créant une spirale des salaires, c'est-à-dire que les gens ont plus d'argent, donc ils sont capables de dépenser plus. Finalement leur pouvoir d'achat reste le même puisque les prix augmentent. Et donc du coup on est un petit peu dans cette espèce de spirale où on reste au plein emploi. J'ai parlé hier sur le Discord un petit peu de pourquoi il n'y aurait pas une forme d'accident on va dire électoral qui pourrait se passer, et c'est une possibilité, et c'est plus ou moins ce qui est évoqué. Alors c'est dommage mais puisque oui c'était celui-là je pense, pardon. And price can cool without... Oui, voilà. Et c'est quelque chose que j'avais évoqué avant de voir cet article, puisqu'il est sorti aujourd'hui et je l'ai évoqué hier. L'idée serait que peut-être que les prix pourraient effectivement tomber sans que l'économie ne rentre réellement en récession. Et ça serait un accident, d'une certaine manière, et ça serait un accident qui serait ça serait une forme d'accident un peu électoral. C'est-à-dire, à ce stade, on voit éventuellement que la Fed a augmenté très vite ses taux, et on arrive ici au moment où l'économie doit revenir à 2% extrêmement rapidement pour des raisons électorales elles aussi. Powell est censé être effectivement indépendant, mais il est en très grande partie, bien entendu, nommé par Biden. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle est également de dire que, à l'inverse, si jamais on arrivait assez vite aux 2%, et je vous rappelle, on a montré, nous, des targets où, si jamais ça continue comme ça, on va dire, si jamais la baisse de l'inflation continue comme ça, on a une fenêtre entre août prochain et juin 2024 pour que finalement l'inflation retourne effectivement à 2%. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qu'on peut voir, je vais y arriver. Je le rappelle, j'ai déjà montré un petit peu cette charte hier, je sais que tout le monde ne regarde pas forcément tous les jours, mais on a cette ligne de tendance de chute de l'inflation qui est là. Vous le voyez, ça c'est l'inflation qui tanque. On va dire qu'on est déjà à mi-chemin puisqu'on était quasiment à 10% et on est désormais à 5% pour aller à 2%. Ici, soit on touche à ce niveau-là, on suit cette ligne de tendance-là, et il n'y a pas de regain de l'inflation, admettons, accident. C'est-à-dire on a augmenté très vite pour des raisons électorales, l'inflation tanque très vite. Désormais, je vous rappelle qu'on est au niveau où on a des taux à 5,25 alors qu'on a une inflation à 5%. Les taux sont au-dessus de l'inflation, les taux à court terme sont au-delà de l'inflation. Théoriquement, historiquement,
ça fait plomber l'inflation très vite, d'être au-dessus de l'inflation. Quand vous avez des taux qui sont au-dessus de l'inflation, théoriquement, c'est ce qui fait plomber l'inflation extrêmement vite. Donc ça, c'est la première question. Soit on y va effectivement en ligne droite d'ici août, et là, on va dire, d'une certaine manière, Powell réussit son pari, puisque le marché du travail n'aura pas encore eu le temps du fait que le chômage augmente. Ça, c'est une première chose. Et peut-être qu'on se tapera une récession, mais elle sera après les élections. Hein. Ça, c'est voilà, quelque chose qui est peut-être dans les tuyaux. Soit juin 2024, ça nous amène effectivement quasiment jusqu'aux élections. Et là, effectivement, Biden peut dire, regardez, on a vaincu l'inflation, on l'a fait ensemble, etc. Nana, machin. On est les plus forts. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est tout à fait possible qu'on continue sur cette trend-là, et c'est ce que je souhaite, hein, personnellement. Moi, je suis relativement investi sur les actions, etc., et sur le Bitcoin, donc ça me dérangerait pas du tout ici que l'inflation vienne à tanker sans qu'on ait une récession, bien évidemment, ça ne serait pas du tout un problème pour moi. Et derrière, comment dire, ça serait tout à fait un accident, tout simplement parce qu'on se rapproche des élections et que donc là, du coup, je pense que la Fed va désormais marquer une pause. Bon, là, on est à 5,25 maintenant au niveau des taux. Donc là, je pense qu'on est arrivé au taux terminal. Je ne pense pas que la Fed va augmenter ses taux au prochain, sauf si on a des très mauvaises datas. On verra demain par rapport au chômage et on verra bien entendu le 10 mai par rapport à l'indice des prix à la consommation, donc au CPI. Ça va être deux datas qui vont être extrêmement importantes. Personnellement, je m'attends un petit peu à ce qu'on reste dans cette zone ici pendant peut-être encore un CPI et ensuite, à mon avis, on va tanker. C'est-à-dire que il est possible que quelque part cet été, en fait, que le sell in May soit pas du tout le sell in May and go away, qui est, on va dire, un adage que les traders aiment bien utiliser. Le sell in May and go away ne soit pas du tout d'actualité, en fait. Et ça serait vraiment le scénario où, du coup, on touche on est actuellement à des très bons points d'achat et où potentiellement, on a potentiellement, encore une fois, un rallye qui se met en place. Alors, sur le S&P, ça serait pas du tout dans notre décompte, cette histoire-là. Hop. Sur le S&P, ça veut dire que on n'aurait pas vraiment cette baie ici, mais qu'on aurait plutôt, d'une certaine manière, une correction qui s'est faite ici en 5, et puis c'est tout. Hein, voilà, ça peut arriver. Voilà, ça serait pour moi quand même relativement bizarre. Néanmoins, je pense que ce qu'il peut tout à fait se mettre en place, ça serait plutôt une flat. Si jamais on était dans ce scénario d'une flat, vous comprendrez que on aura un signe noir en courant d'année prochaine, mais en tout cas, on aurait un très bel été et ensuite on reviendrait jouer avec ces niveaux plus bas ici. Une flat, c'est ça, hein, on reste entre deux bornes, on fait un range, hein, si vous préférez, en 3 vagues ici comme ça, et puis ensuite après on recasse vers le haut puisque c'est une correction, c'est l'ensemble d'une correction. Après on repète vers le haut. Ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité qui existe. Une flat là-dessus, c'est tout à fait une possibilité qu'on pourrait éventuellement mettre dans les tuyaux. J'ai été extrêmement long là-dessus. J'ai beaucoup parlé. J'ai parlé de semi-conducteurs. J'ai parlé de vraiment pas mal de choses. Donc, on va quand même essayer d'enchaîner. On va garder aussi des sujets pour les autres jours, etc. Mais vous voyez ici, vous avez un petit peu ma vision des choses, en tout cas, ou une vision, on va dire qui est ce qu'elle est. Mais il pourrait y avoir cette forme d'accident, que j'appellerais un accident électoral, qui est que la Fed remonte très vite et redescend tellement vite, c'est-à-dire au premier signe de chômage, de ralentissement de l'économie, de mauvaises news, à ce moment-là, elle renvoie au niveau des taux très vite que oui, l'économie pourrait tanker un petit peu, on pourrait avoir un ralentissement économique, mais que d'une certaine manière, on revienne jouer en tout cas avec les plus hauts de février 2022, fin 2021, quoi. Ça, c'est tout à fait possible. Pour moi, pour l'instant, je reste dans ce scénario que S&P va faire un retour autour des 4004 et puis s'en va, mais on va dire, ça sera pas la première fois que les marchés nous surprendront et ça serait plutôt une bonne chose qu'ils le fassent même. Ensuite, on continue sur la liquidité, mais avant ça, je vous envoie, comme d'habitude, la page de pub que j'ai pas eu le temps de refaire, j'en suis désolé, mais c'est la vie, c'est comme ça, il faut s'y faire. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page
qui ressemble à ça. Et là, vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, alors on a liquidé hier 100 millions de dollars, à peu près la moitié sur Bitcoin, Ethereum, légèrement plus. Les coins qui ont un petit peu le vent en poupe en termes de Open Interest, vous le voyez, c'est PP, SUI, où il y a eu, c'était un gros release, je crois, SUI. Pardon, AI Dodge, Coinflux, Solana, Arbitrum, Matic, Core et Optimist. La plupart des liquidations des 24 dernières heures se sont plutôt faites en longue. Au niveau du carnet d'ordre, on a un petit peu d'apparition de volonté d'achat en dessous. Ça m'intéresse. Voilà, ici, là, vous le voyez. Là où avant, on n'avait rien en dessous. Vous voyez qu'on commence ici à charger le carnet d'ordre légèrement en dessous. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et là, je vous rappelle qu'on regarde les achats au spot. Et derrière, par contre, on va rentrer dans une zone un petit peu dans le dur. Là, dès qu'on sera un petit peu au-delà de 29 008, on va dire, et déjà même à 29 005, il y aura des ordres à prendre si jamais on veut passer ces zones-là. C'est-à-dire qu'on a des vendeurs dans ces zones-là. En ce qui concerne les marchés en levier, alors il m'a déconnecté, donc du coup, je passe en caméra. Une petite seconde, le temps de me reconnecter. Suspense. Ok, alors donc au niveau des marchés en levier, on voit qu'il y a quand même pas mal de niveaux longs désormais à venir prendre. On voit que hier on a pris ce niveau-là, on avait fait la vidéo par ici. Ici j'ai augmentation du prix avec augmentation de l'open interest, donc c'est somme toute assez normal. Ici par contre j'ai du short qui est rentré, vous voyez que le prix est venu les chercher tout doucement. Ici j'ai pas mal de long qui est rentré, bon le prix était quand même à la hausse, donc c'est plutôt cohérent. Là j'ai une diminution du funding, diminution du prix, donc j'ai pas forcément énormément de short en haut de ce truc là. Si ce n'est... Non, j'ai pas énormément de short en haut de ce truc là. Donc du coup on va rester comme ça. Et on va passer sur Ether USDT PERP. Alors, en ce qui concerne Ethereum, on est venu prendre la borne haute aussi. On n'a pas pris la borne basse, enfin on l'a prise, on a prise la petite qui est ici. Hop, on peut peut-être même juste la décaler là, puisque je pense qu'il y a quand même du long résiduel dans cette zone. Là par contre j'ai beaucoup de short au top sur Ethereum, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que pour le coup à court terme Ethereum pourrait être haussier. Vous voyez qu'il est venu en prendre une partie ici, on va décaler celui-ci juste là, mais il y a encore du résiduel également. Donc là j'ai une latéralisation du prix, un funding qui descend, tout d'un coup j'ai beaucoup de longs qui rentrent, vous le voyez ici j'ai un funding là, pouf, d'un coup, donc tous ces contrats là qui se sont ouverts, finalement ils se sont faits en long, ça fait que le prix tank derrière, et après j'ai latéralisation du prix, latéralisation du funding, donc on peut estimer que ce niveau là est désormais également un niveau à prendre.
puisque j'ai plutôt un prix qui descend au début, vous le voyez, et un funding qui reste stable. Donc on a ces deux nouvelles bandes sur Ethereum, quelque chose à prendre au 1918, contrairement à Bitcoin qui n'a pas forcément quelque chose à prendre en haut, et quelque chose à prendre à 1878 également. Et vous voyez que pour l'instant on est en train d'accumuler quand même pas mal de valeur en dessous, en tout cas depuis les derniers mouvements. Bah, ça c'est normal, c'est la structure qui nous dit ça. La structure est haussière, donc on accumule du long, c'est tout à fait normal. Les poches de liquidité qu'on va aller regarder maintenant, on est là sur Binance. On est désormais passé en delta positif en faveur des longueurs sur Binance à hauteur de 3,22 milliards de dollars. Donc ça, ce serait plutôt baissier à ce stade. On a également ici... Hop, je vais faire le petit run parce que je pense pas l'avoir fait. En termes de grosses positions, on a peut-être quelque chose à prendre dans la zone, là, très légèrement au-dessus, mais pas forcément venir péter le top, sauf à venir chercher cette position-là, qui est désormais à 29 500. Personnellement, j'ai une target sur ce mouvement de 29 600 dollars. On est allé à 29,4. C'est déjà pas mal. Ensuite, Ethereum, même chose, delta positif à hauteur de à peu près 2,61 milliards, donc plus de short que de long sur les 5 derniers jours. Hop. Et quand on regarde les grosses positions, bah, il n'y en a pas. Donc voilà, assez peu d'intérêt sur Ethereum, mais bien évidemment plus de long que de short, en tout cas sur les 5 derniers jours. On va désormais varier un petit peu les time frames en allant voir la heatmap. Sur la heatmap en 12 heures, et on est là donc sur Bitcoin, on regarde du coup Binance, Bybit et BitMEX. Vous voyez qu'on a plus de short que de long dans les 12 dernières heures, visiblement, en tout cas sur Bitcoin, ça semble être un peu le cas. On a une prise de long à venir faire peut-être en dessous des 28,5. Quand on regarde les 7 jours, eh bien, on a failli rentrer dans le dur, là, vous le voyez ici. Si on était monté à 29,6, vraiment, on aurait pris cette zone et on l'a pas fait. On l'a pas fait, pourtant, on n'a pas nécessairement énormément chargé en termes de longue. On a un petit peu chargé en termes de longue, ça on l'a vu sur les 3 ou 4 derniers jours. Je vous ai montré qu'il y avait quand même pas mal de longues qui étaient dedans. Voilà, est-ce qu'on va vraiment nettoyer tous ces longues et laisser gagner la zone des 29,6? C'est une possibilité, et là on voit très bien sur la 1 mois qu'on a accumulé énormément de valeur au-delà des 31 400 dollars. Est-ce qu'ils ont pris profit ici quand on était à 27? Certainement qu'une bonne partie l'a fait. Voilà, grosse zone de valeur en 1 mois en tout cas qui est plutôt en haut, et si jamais on passe sous les 26, on ira accuser, on ira on ira percuter de front cette zone qui est sous les 26. Sur Ether, c'est un petit peu la même chose. J'ai à peu près autant de long que de short, hein. Nous, c'est ce qu'on a vu à peu près sur les 12 dernières heures. On a vu que c'était à peu près kiff-kiff. Sur la 7 jours, on a quelque chose à prendre jusqu'à 2000 à peu près, et en dessous de 1007. On a déjà fait cette analyse plus ou moins hier. Et sur la 1 mois, eh bien, on a une grosse zone à prendre sous les 1006. Est-ce qu'il va y avoir un petit signe noir, quelque chose qui, sur Ether, va nous emmener dans cette zone-là? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Maintenant, à force de latéraliser dans cette zone, vous voyez qu'ici, on n'avait quasiment plus rien, hein, sur la 1 mois, en haut. Eh bien, à force de latéraliser, en tout cas dans la zone, on est en train de charger au-delà des 2004, pour moi, c'est vraiment la target de ce mouvement sur Ethereum. On va dire la target... ultime. Est-ce qu'on passera sous les 1006 avant d'aller à 2004? C'est un petit peu la question à 2 millions de dollars pour le moment. On revient sur le prix, on va faire les toutes petites time frames désormais, même si on a déjà commencé à regarder un petit peu. Alors, on a ici cette petite hausse. En général, quand on baisse, on le fait en 3 vagues. Personnellement, j'aurais peut-être tendance à dire qu'on va corriger ici, et peut-être jusqu'au 23,8. Cela dit, on est sur un point un peu logique de rebond, en tout cas dans cette zone-là. Vous le voyez ici, c'est normal qu'il y ait un petit peu une réaction. Résistance. On peut dire que tout ça, c'est un petit peu la même zone. Ici, on rebondit dessus pour retester, pour voir si c'est vraiment un support. Voilà, pour moi, si on arrive à casser cette 4 heures, si on arrive à passer au-dessus, c'est direction 31. Si jamais, par contre, et je suis vraiment étonné qu'on soit pas allé jusqu'à 29,6 sur ce mouvement, c'est-à-dire quasi jusque-là, d'accord. Une mèche qui vient de prendre ici les 29 600, c'est pas qu'elle aurait dû arriver, mais elle avait quand même de fortes chances d'arriver, et on ne l'a pas fait, on s'est fait rejeter. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé sur le carnet d'ordre? Est-ce qu'on a eu des énormes ordres d'achat quand on a touché les 29,6?
Non, vous voyez que il n'y a pas vraiment de 29.4, pardon. Non, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de. On avait un ordre ici, mais il a disparu. Ici, il a été touché, celui-ci. Non, il n'y a pas vraiment de raison ici. C'est juste que vraiment personne ne voulait à ce moment-là du Bitcoin à 29 383 $. Donc, l'idée et la direction, pour moi, la direction préférentielle, elle est toujours short, en tout cas, elle est toujours longue, pardon. Quand on regarde la structure, on voit qu'on est dans une tendance haussière. Donc pourquoi ne pas faire une vague supplémentaire pour aller prendre ça? Maintenant, ce qui me dérange là-dedans, c'est que déjà, en court terme, vous l'avez vu, le delta est passé en faveur des longueurs. Donc on pourrait avoir ici vraiment une reprise de quelque chose sans réellement péter le plus bas. C'est-à-dire faire une A, B et C qui nous donne ça, d'accord, et ensuite éventuellement venir péter le plus haut, donc c'est pas du tout un bon point d'entrée pour longuer. Et puis d'autre part, on est toujours dans cette compression jusqu'à ce stade-là, donc pour l'instant ce qu'on a envie de pricer éventuellement, c'est au moins une continuation de la compression, et puis après choisir une direction en fonction de qu'est-ce qui casse en premier. Le problème d'un triangle, c'est une figure d'indécision. Je vais me mettre sur des time frames un peu plus grandes ici. Et c'est une figure où, vous l'avez compris, on accumule des stops de longueur, mais on accumule aussi des stops de shorter. C'est ce qu'on a sous les yeux. Et c'est pour ça qu'en termes de price action, mais aussi de liquidité, on est dans une zone d'indécision. Le triangle est une figure d'indécision, donc c'est tout à fait normal que on ne sache pas réellement où est-ce qu'on va casser en premier. Pour moi, c'est plutôt en haut, et je reste sur mon scénario privilégié de base en tout cas, c'est-à-dire une prise des 31 avant une prise des 25, 26, 25, potentiellement même 22. Cela dit, ça peut tout à fait péter en bas cette histoire-là, donc bien entendu, protégez vos trades. Quand vous rentrez en trade, essayez de prendre des profits partiels rapidement, remonter éventuellement vos stop-loss rapidement, même si malheureusement vous perdez, entre guillemets, la grosse partie du trade, celle qui est vraiment extrêmement profitable, vous aurez au moins ce bénéfice de protéger votre capital de trading à long terme, donc, et c'est ça le plus important. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a encore une fois débordé un petit peu, mais on a parlé de plein de trucs. Et voilà, et vous voyez qu'on a rebondi sur les news, et finalement, bon, ça s'est transformé un petit peu en discussion un petit peu sur un peu tout, un peu en discussion de comptoir même, j'ai envie de dire. Mais voilà, ce que je vous montre tous les jours, c'est ma routine, c'est-à-dire c'est ma routine personnelle, la routine que je fais tous les jours pour avoir plus ou moins une appréciation du marché, à la fois dans sa dimension géopolitique, mais à la fois également dans sa dimension donc fondamentale, évidemment, les news, et puis dans sa dimension technique, quelle est l'appréciation des alt par rapport à Bitcoin. Vous voyez qu'on fait souvent Ethereum, BTC, ce genre de choses, etc. Il faut aller plus loin, bien évidemment, si vous rentrez ici sur des alt ou quoi que ce soit, ou etc. Et si vous allez faire du scalping, bien évidemment, suivre le prix en 5 minutes, 1 minute, va de soi, voilà, c'est quelque chose qui va de soi. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. La question du jour, elle va porter sur... Alors personnellement, je suis un très grand... acheteur de lunettes de soleil. Je les perds pas, mais je les défonce, elles tombent tout le temps, je les ai tout le temps vraiment ici au niveau du cou, etc. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que vous arrivez à garder vos lunettes de soleil? Et j'aime bien les lunettes de soleil, c'est vraiment un truc sur lequel ça me dérange pas de mettre un petit budget, parce que même si je les garde 2, 3, 4, 5 mois, c'est un peu comme les baskets, c'est quelque chose voilà, que j'aime bien porter, que j'aime bien, c'est quelque chose sur lequel j'aime bien, on va dire, avoir de la marque. Malheureusement, je sais pas si vous le savez, mais tous les lunettes de soleil sortent exactement du même... je crois que c'est Solaris. Non, c'est pas Solaris, je me rappelle plus quel est le nom de cette usine en Italie qui fabrique quasiment la totalité des lunettes de soleil mondiales. J'ai un trou de mémoire, mais bon, bref, on a quasiment 90% des lunettes de marque qui sortent de cette même usine. Donc finalement, les verres sont les mêmes, on va dire. C'est des différences de qualité après. Je sais pas pourquoi je vous disais ça. Oui, tout simplement, voilà. Est-ce que vous avez, vous, une petite lubie, quelque chose... moi, personnellement, c'est les baskets et les lunettes. Quelque chose qui fait que vous achetez souvent un petit peu les mêmes choses. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, merci de votre écoute et de votre fidélité, votre bienveillance à chaque fois, vraiment dans les commentaires, j'ai que des commentaires vraiment sympas. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous ai dit ma direction, je vous ai dit aussi que c'était incertain parce qu'on est dans un triangle, c'est un peu plus difficile ici d'avoir une vision, on va dire à moyen terme de ce qu'il peut se passer.
Le sentiment est plutôt mauvais, donc d'une certaine manière, j'ai un peu cette idée aussi, enfin le sentiment global, on va dire, est plutôt mauvais. J'ai le sentiment que peut-être, justement, c'est ça qui va pousser le prix un petit peu plus en haut. Mais là, en revanche, ça fait quelques jours qu'on commence à avoir du long assez fortement, et surtout qu'il n'est pas pris. Il n'y a aucune prise de liquidité en dessous de ces longs-là, et c'est ce que nous montre la structure. Je m'arrête de parler, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, bonne soirée, ciao.